Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette... ah oui, bien sûr, nouvelle vidéo, comme d'habitude. Alors une vidéo qui va essayer de mettre le point sur plusieurs détails qui me semblent très importants et qui pourraient, je dis bien pourraient, être des détails de bascule. On va commencer par où est-ce qu'on en est sur ce conflit, cette contestation des agriculteurs. Je ne sais pas trop quoi penser sur le devenir de cette contestation. Dans le simple fait, c'est comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui sont en train d'essayer de faire comprendre aux Français par les réseaux sociaux que, en fait, ils ne veulent plus être représentés par des organismes qui, pendant des années, n'ont pas fini de les trahir, finalement. Et ce qu'ils veulent, c'est du concret. Et parmi les éléments concrets, c'est là que ça va poser problème, c'est que c'est une remise en question de l'hégémonie de l'Union européenne. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est qu'Emmanuel Macron n'est-il pas allé voir Van der Leyen pour en discuter? Excusez-moi du peu, mais ça n'a pas l'air de choquer les gens. Qu'est-ce que Emmanuel Macron va aller voir Van der Leyen pour parler d'un problème de crise interne avec les agriculteurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin d'une bénédiction? Mais alors, Monsieur Macron, vous êtes en train de démontrer aux Français que nous ne sommes plus souverains, que la France n'est plus souveraine, qu'elle est devenue dépendante, esclave de la Commission européenne. C'est formidable. Mais évidemment, les médias mainstream font très attention de ne pas vous présenter la chose de cette façon. Mais là, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Quelle preuve il vous faut supplémentaire? Moi, je serais les petits agriculteurs aujourd'hui, les indépendants qui sont en train de manifester. Je serais en train de réfléchir à me dire, mais est-ce qu'on n'a pas mieux fait aujourd'hui d'aller au front? On n'a plus rien à perdre de toute façon, puisque nous avons un président qui n'est pas capable de prendre des décisions sans aller chercher l'approbation de Van der Leyen. Mais vous êtes morts, les agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça se trouve, vous avez les grandes corporations, les grandes coopératives liées avec tous les syndicats en collusion qui sont en train de vous préparer votre tombe. Alors évidemment, si vous réussissez à traîner derrière vous d'autres corporations, on a par exemple les taxis, ça y est, qui sont en train de rentrer dans le rang. Mais attention, les syndicats, tous les syndicats, que ce soit CGT, CFTC, CFDT, etc., ils vont essayer de récupérer le truc, ils vont essayer de prendre le contrôle. Là, ouais, là on est peut-être dans une phase où peut-être les Français vont commencer à se réveiller. Alors je ne sais pas comment ça va tourner. Est-ce que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ils vont réussir à faire pression pour dissuader les agriculteurs à finalement retourner chez eux et puis, bon an, mal an, avec peut-être un petit chèque pour les aider pendant encore quelques mois. Mais au final, ils sont condamnés à crever, condamnés à mourir. Vous avez vu cette vidéo des œufs venus d'Ukraine? Mais j'ai trouvé mieux. Vous avez du bœuf acheté apparemment en Autriche, mais qui est envoyé en Argentine pour être dépecé, pour ensuite être renvoyé en Europe. Non mais, on marche sur la tête. C'est le libre marché. C'est-à-dire que, au lieu de payer 1 ou 2 euros de plus pour dépecer, pour décarisser du bœuf en France, en Europe, bien on l'envoie par bateau en Argentine. Et attention, hein, oui, bien sûr. Ce qui est assez amusant, c'est que tout d'un coup, on vous dit que Macron est allé voir aussi Van der Leyen pour essayer de stopper les négociations avec le Mercosur. Le Mercosur, c'est le traité de libre-échange sud-américain, entre un certain nombre de pays hispaniques, latinos, d'Amérique latine, je vais y arriver. Vous vous souvenez du TAFTA? On vous en avait parlé, je vous en avais parlé, je vous avais fait un suivi du TAFTA jusqu'à ce que un certain Donald Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2016,
a enterré les négociations. Le TAFTA, c'était le fameux traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, avec des conditions qui évidemment étaient inacceptables. Je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais certaines compagnies et certaines sociétés américaines ont trouvé un substitut en se servant du traité de libre-échange que l'Union européenne a signé avec le Canada. Le Canada étant voisin des États-Unis, et étant donné que le Canada possède en son sein un grand nombre de secteurs d'activité et de marchés qui sont des marchés tenus par des compagnies américaines, eh bien, ces compagnies américaines utilisent le traité de libre-échange avec l'Union européenne pour vous envoyer leur merde. Et donc, Macron, on a l'impression que Macron vient de découvrir ce que c'est que le Mercosur. Le Mercosur qui est aussi un traité de libre-échange entre l'Union européenne et ces pays d'Amérique latine. D'où récemment un accord qui avait été trouvé aussi avec le Chili, dont je vous ai parlé. Mais le problème, c'est que, en effet, si vous rajoutez le transport par camion, le transport par bateau, le transport par camion, ensuite pour redistribuer sur les centrales d'achat de produits qui viennent de pays d'Amérique latine, par rebelote, on continue. Pourquoi aller chercher à l'autre bout de la planète ce qu'on est capable de produire chez nous? Ah bah oui, mais le problème, c'est que la production chez nous, elle est plus chère. Elle est plus chère, pourquoi elle est plus chère? Parce qu'il y a plus de charges. Et que par conséquent, la vente aux consommateurs, c'est plus cher. Oui, enfin, si on retirait pas mal d'intermédiaires, peut-être qu'on arriverait à faire des prix relativement acceptables. Et que je pense que beaucoup de Français seraient tout à fait à même d'acheter des produits uniquement français. Et peut-être qu'un jour ça viendra. Ça viendra que on incitera des gens à aller acheter directement aux producteurs, qu'on verra des organismes qui amèneront des produits dans les zones urbaines, du producteur au consommateur. Ça existe déjà, Vous avez déjà des boutiques qui se sont ouvertes et qui reçoivent des productions directes de petits producteurs environnants. Mais évidemment, ces boutiques-là, elles ne sont pas très connues, et puis très souvent, les produits partent comme des petits pains. Donc on est loin évidemment de la grande distribution. Donc, suivant un petit peu ce qui se passe avec les blocages, est-ce que Attal va finir par montrer les gros yeux et finir par en venir à des méthodes de répression? La situation se tend également. Vous avez peut-être entendu parler de cette attaque qui a eu lieu dans une base américaine qui se trouve non loin de la frontière syrienne et irakienne en Jordanie. Alors déjà, on se dit, mais que foutent les Américains en Jordanie? Ça, c'est une bonne question. Au premier bilan, je crois qu'il y a 3 morts et une quarantaine de blessés. L'histoire veut que le drone est un drone. Normalement, les Américains ont des systèmes qui permettent de détecter des drones et de pouvoir détruire des drones à distance. Sauf que le problème, c'est que là, il se trouve qu'il y a un drone américain qui était en retour à sa base, et donc le système a été mis en off, sauf qu'en même temps, il y a un autre drone qui est arrivé, et trop tard pour le détecter, et il s'est abattu sur cette base. Et donc, évidemment, a fait 3 morts. Alors ce drone, en l'état, aujourd'hui, le Pentagone a officiellement dit que, en effet, c'est bien une attaque commise par un drone, sauf qu'on n'a pas de preuve de qui est à l'origine de l'attaque. On se doute que l'attaque a été fomentée par certainement un groupe de l'État islamique, mais certains voudraient y mettre derrière l'Iran. Eh bien, sachez que Biden nous a fait sa bourde, comme d'habitude, et a affirmé de façon catégorique que l'attaque commise contre la base américaine était une attaque faite par l'Iran. Ça fait depuis quelques semaines qu'on sent qu'il y en a certains qui veulent aller foncer dans la gueule de l'Iran. Alors encore une fois, pas directement, mais à distance. Sauf que, évidemment, le problème, c'est que l'Iran a des alliances avec la Russie et la Chine.
que l'Iran, je crois, fait partie du traité de coopération de Shanghai. La confrontation avec la Russie est également dans l'esprit de certains va-t-en-guerre du Pentagone. Mais là encore, évidemment, toute personne intelligente à un moment se pose la question, c'est si jamais on cherche des noises à la Russie, comment ça va finir? Ça va finir que tout le monde va y perdre des plumes, qu'il n'y aura ni de perdant ni de gagnant dans l'histoire. Je pense qu'on est d'accord. Reste la Chine. La Chine peut se servir d'arbitre. Mais là, avec la situation, alors nous avons le tribunal, la cour juridique, je crois, internationale, qui dépend de l'ONU, qui a en effet, alors, qui n'a pas condamné Israël, mais a soumis en effet l'idée de la probabilité que les actions israéliennes puissent être assimilées à un génocide. Et que désormais, tout indice, toute preuve, tout élément pourrait éventuellement servir à quiconque pour attaquer Israël sur le plan juridique pour génocide. Donc vous comprenez la subtilité, c'est que là on n'est pas dans une action à proprement parler pour condamner, mais pour donner un avertissement à Israël. Et puis évidemment, le fait que, en effet, cette cour ait donné plus ou moins satisfaction au dépôt, c'est pas une plainte, mais en fait, à l'investissement qu'a fait l'Afrique du Sud. Mais encore une fois, on est dans une situation où on sent bien que, alors on essaie de faire quelque chose, mais en réalité, ça ne résoudra pas le problème, puisque Israël continue son génocide. Continue son génocide d'autant plus avec une sorte d'approbation de la part des Occidentaux et plus particulièrement des Américains. Ce qui pose problème évidemment au niveau démocrate, puisqu'une partie non négligeable aujourd'hui de l'électorat est plutôt pro-palestinienne, est plutôt pour un cessez-le-feu, mais il semblerait que ces Américains plutôt progressistes et qui sont prêts à voter Biden, qui ont voté certainement Biden la dernière fois, et bien là, vont se retrouver en face quand même d'une ambiguïté, d'une contrariété quand même énorme. On va leur demander de voter pour un mec qui en réalité est en train tout simplement de leur dire, bah écoutez, non, nous on fera rien contre Israël. Mais on ne fait rien en tant que grande puissance pour essayer de limiter la casse. Non. Donc ça fait quand même une sacrée contrariété. À tel point que on entend des rumeurs qu'un certain électorat qui s'était proclamé plutôt démocrate, progressiste, mais tout en étant quand même... Je vous invite à voir la conseillère spirituelle de Biden pour que vous compreniez bien que là, ils essaient de bouffer vraiment à tous les râteliers et d'essayer de récupérer un électorat religieux, ce qui est quand même assez énorme, parce que il faut savoir quand même que Biden a été élu essentiellement par les voix des grandes métropoles américaines qui sont en effet progressistes, mais qui sont souvent aussi progressistes et assez anticléricales. Voir les démocrates commencer à caresser dans le sens du poil des religieux, ça part complètement en couille. Alors vous pensez bien que ça renforce Donald Trump. Et là, dans quelques semaines, on va commencer à attaquer les gros morceaux, c'est-à-dire des primaires qui vont avoir lieu dans plusieurs États en même temps. Et je pense qu'à mon avis, on va rigoler. Pour vous dire, même ma femme qui est plutôt progressiste, démocrate, a commencé à me poser la question, c'est que si jamais Donald Trump est réélu, est-ce que pourrait éventuellement retourner en France? Je lui dis, ma chérie,
on ferait mieux de rester ici, en Caroline du Nord, dans un état du Sud qui a encore un certain nombre de valeurs et qui fonctionne encore pas trop mal, plutôt que d'aller se foutre en France avec les tas de problèmes socio-économiques, idéologiques et politiques, et qui plus est en plus de ça avec son déclin et la fin de ses libertés face à une Union européenne qui va passer la seconde pour essayer de soumettre l'ensemble des pays européens à son contrôle, à son pouvoir. Et enfin, vous allez me dire, et l'Ukraine dans l'histoire? L'Ukraine, c'est plutôt mal barré. Oui, parce que là, ici aux États-Unis, ça y est, il y a des Américains, par le biais de certains représentants, qui commencent à poser la question et se dire, mais les 300 milliards de dollars qu'on a envoyés en Ukraine, alors en fait, on ne les a pas envoyés, puisqu'il y a une grande partie qui, en réalité, est restée aux États-Unis. Parce qu'en réalité, parmi ces milliards, ces milliards ont servi à payer les groupes militaro-industriels pour envoyer le matériel, les munitions, les équipements, les consommables, tout ce qui sert à la logistique. Donc en réalité, une grande partie de l'argent n'est jamais allée en Ukraine. C'est resté aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en réalité, vous vous souvenez quand je vous avais dit que de toute façon, les empires militaro-industriels, plus particulièrement américains, il leur faut une guerre. La guerre, ils l'ont tout trouvé, puisque c'est la guerre en Ukraine. Et grâce à la guerre en Ukraine, les empires militaro-industriels américains ont réussi à faire tourner leur business avec l'argent du contribuable américain. Elle est pas belle, la vie. Sauf qu'il y a un moment donné où ça se voit. Ça se voit parce que, pour des résultats qui sont quasi nuls. Là, aujourd'hui, en effet, dans les couloirs du pouvoir, tout le monde s'accorde à dire que de toute façon, Zelensky n'arrivera jamais à récupérer ni le Donbass, ni la Crimée. Et que même si on envisage une intervention par l'intermédiaire de l'OTAN, c'est pas sûr que ça réussisse. Ça pourrait même être pire, parce que ça voudrait dire qu'on enverrait des soldats français, allemands, etc., en guise de chair à canon face à la Russie. Donc ça veut dire qu'il y aurait une confrontation directe. Et là encore, on risquerait de se retrouver dans une situation où il n'y aurait ni perdant ni gagnant. Statu quo. Donc il va y avoir un moment donné où, là pour l'instant, on ne sait pas si Zelensky a accepté à organiser les élections présidentielles en Ukraine. Apparemment non. Qui doivent normalement avoir lieu, je crois, en septembre prochain. Ça bouge. Les curseurs sont en train de bouger. Mais à force de bouger un peu trop, peut-être que ça va commencer à faire flipper les mondialistes et les globalistes. Et eux aussi vont peut-être commencer à accélérer le mouvement et à essayer de faire en sorte de reprendre le pouvoir et d'imposer leur soumission. Et là aussi, ça commence à se voir, pour vous et moi, qui sommes lucides, qui savent regarder, qui savent comparer, qui savent faire des liens de cause à effet sur certains événements. Pour les autres, les autres, je pense que malheureusement, ils mériteront leur destin. Dommage pour eux. Affaire à suivre. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soyez attentifs, soyez prudents et portez-vous bien.